Bayrès apporte aussi son lot de questions, comme illustré par plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation. La question de la prise de la décision au nom de la société Bayrès, quel processus suivre en interne pour délivrer un congé, cette difficile reprise régie par l'article 460 au bénéfice d'un bailleur personne morale. Cette question intéressante, c'est un arrêt qui a quelques semaines aussi, de savoir dans quelle mesure est-ce que le locataire, celui qui se prétend locataire, peut exciper de redevances payées non pas au représentant légal de la société, mais à un quelconque de ses associés. Bon. Ce sont des questions fort intéressantes, mais elles ne sont pas dans mon champ d'intervention, encore que, comme je le laissais entendre, quand on a une formule comme bail conclu par une personne physique ou par une personne morale, vous savez que le terme prendre à bail, c'est un terme amphibologique et ça peut désigner aussi bien bail conclu par une personne physique, ça désigne aussi bien le bailleur que le locataire. C'est la raison pour laquelle il ne vous aura pas échappé que la Cour de cassation ne parle jamais de louer à ou louer par, mais de donner à bail par ou donner, voilà. Donc, mais j'ai compris qu'on attendait de moi que je parlais de me placer plutôt du point de vue du locataire plutôt que du point de vue du bailleur. Alors, pour en revenir à la société locataire stricto sensu ou quasi-locataire, bénéficiaire d'une mise à disposition, je suis invité par les créateurs, les instigateurs même de ce beau colloque, à filer une métaphore familiale ou quasi-familiale, puisque on m'avance les termes de ménage à trois ou d'union libre. J'ai choisi, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, d'articuler mes propos autour d'une figure un peu sulfureuse, surtout aujourd'hui du couple, à savoir le rapport dominant-dominé. Nous verrons dans une première partie effectivement que du point de vue du locataire, la société est un bon serviteur, mais qu'elle peut aussi se révéler un mauvais maître. Je précise que le point de vue du locataire, duquel je me place, est en creux aussi, par antagonisme, celui du bailleur, lequel ne doit, à mes yeux, jamais être oublié lorsqu'on parle de relations locatives. La société, un bon serviteur. C'est un bon serviteur en tant qu'elle permet au locataire de renforcer son exploitation et elle lui confère aussi indéniablement une protection, un renforcement. Il me semble que tel est l'objectif premier poursuivi par le législateur lorsqu'il a permis à un locataire personne physique d'apporter ou de mettre à disposition son bail à une société. Dans les deux cas, et à un degré divers certes, il s'agit de permettre au locataire de s'adjoindre les forces et les moyens matériels et humains de la structure sociétaire. C'est très net dans la mise à disposition de l'article 411-37. Si ce texte impose effectivement au locataire, logiquement, puisqu'il garde cette qualité, au locataire auteur de la mise à disposition, de continuer de participer personnellement à l'exploitation du bien loué, libre à lui, et pourrait-on dire la mise à disposition n'aurait sinon objectivement aucun intérêt pour lui, libre à lui de se faire assister pour ses travaux par ses co-associés ou par les salariés de la société, ou encore libre à lui d'utiliser le matériel de la société. Ce n'est pas parce qu'il doit continuer d'exploiter personnellement qu'il doit être isolé au sein de la société. Par ailleurs, ce même article prévoit expressément que la société bénéficiaire de la mise à disposition peut valablement acquitter les fermages en lieu et place du locataire en titre. Et logiquement, d'après mon expérience, mais je pense que vous la partagez, tel en disposent très souvent les conventions de mise à disposition. C'est logique, dans la mesure où c'est la société qui va tirer profit de l'exploitation via la mise à disposition, eh bien, il est normal qu'elle acquitte les charges financières de cette exploitation. Et on peut dire que
les bailleurs profitent objectivement aussi de ce renforcement des moyens. Et on peut effectivement penser, d'une part, qu'ils ont avantage à avoir exploité leurs biens par une structure mieux équipée. Si le locataire en titre tombe malade, eh bien, il y aura un salarié de la société ou un co-associé pour prendre le relais. Lorsque c'est un exploitant individuel, c'est évidemment plus compliqué. Mais surtout, le bailleur a avantage à voir multiplier les garants de la bonne exécution du bail, et notamment devoir multiplier les garants du paiement du fermage, puisque l'article 411-37 fait peser solidairement cette obligation non seulement sur la société, mais aussi sur tous ses associés. Le renforcement de l'exploitation du locataire est aussi palpable en cas d'apport de bail, qui est lui régi, vous le savez, par l'article 411-38 du Code rural. Apport de bail à une société, puisque celle-ci, devenue locataire en titre, l'apport de bail n'est ni plus ni moins qu'une variété de cession de bail, la société pourra, de plus fort, employer tous ses moyens pour la mise en valeur du bien qu'elle va prendre à bail. On remarquera au passage que le sort du locataire apporteur n'est pas envisagé par le texte, à la différence du locataire auteur de la mise à disposition dont j'ai parlé il y a quelques instants. Si on peut déduire raisonnablement de la technique de l'apport qu'un instant de raison, le locataire doit être simultanément locataire et membre de la société bénéficiaire, le terme apport n'ayant de sens que consenti par un associé, rien ne l'oblige, ce locataire, à continuer de participer aux travaux, ni même à conserver la qualité d'associé postérieurement à l'apport. En autorisant l'apport, le bailleur doit donc être aussi conscient qu'il ne retiendra plus son concontractant originaire. La société, ai-je dit, est un moyen de renforcer l'exploitation du locataire. Elle lui confère aussi, dans une certaine mesure, une protection. Effectivement, la société peut se révéler dans certaines circonstances un véritable bouclier contre les coûts du bailleur, mais aussi contre ceux de l'administration, contre le bailleur. Lorsqu'elle est elle-même locataire, ce qui arrive quand même, la société procure à ses associés, aussi âgés soient-ils, une protection absolue contre le congé pour âge. Il a en effet été jugé dans un arrêt de 2010, toutes les références sont dans le texte de mon intervention, il a été jugé que cette catégorie de congé, le congé pour âge, était inopérante à l'encontre d'une société dans la mesure où celle-ci n'est pas censée prendre sa retraite. Elle a un terme, mais une société ne part pas à la retraite. Et la jurisprudence est même allée loin, qui a retenu sans surprise que cette protection contre le congé pour âge vaudrait même s'il était stipulé dans le bail que le bailleur pourrait délivrer un tel congé une fois l'unique associé exploitant arrivé à l'âge de la retraite. C'est donc vraiment une protection absolue du locataire, de la société locataire, et indirectement de ses associés contre le congé pour âge, qui doit être, avec le congé pour reprise, celui qui est le plus fréquemment usité par les propriétaires. Plus encore, la qualité de locataire d'une société confère à ses associés la possibilité de tenir pratiquement en échec l'interdiction de céder son bail portée par l'article L411-35 du Code rural. Je m'explique. Dans la mesure où le bailleur ne dispose d'aucun droit de regard juridiquement sur la cession des parts de la société locataire. Et il me semblerait que une stipulation d'un tel droit de regard dans le bail serait illicite. Eh bien, la société peut changer de main indéfiniment, la société locataire peut changer de main sans que le bailleur n'ait son mot à dire. Soit, j'allais dire, concrètement,
une opération un peu équivalente à une cession de bail. Le locataire en titre reste le même, c'est la société, mais ceux qui l'animent, y compris ses associés exploitants, peuvent muter indéfiniment et impunément. Le bailleur n'est jamais garanti d'avoir la même personne physique qui exploite son bien. Telle est sans doute la raison pour laquelle les propriétaires répugnent à donner à bail leurs biens à des sociétés, du moins s'ils sont attachés à l'identité de ceux qui exploitent en son sein. La Cour de cassation a d'ailleurs énoncé il y a bien longtemps que le caractère intuitu personae était une caractéristique essentielle du bail rural. C'est un arrêt de 1961, jamais démenti depuis. Force est de constater qu'avec une société locataire, cet intuitu personae, sauf être attaché à la personne morale elle-même, eh bien, il est un peu démonétisé. La mise à disposition, la simple mise à disposition est quant à elle d'un moindre secours pour le locataire, qui reste toujours en première ligne face à son bailleur. Il ne s'efface pas derrière la société. Symétriquement, il a été jugé en 2011 que la société bénéficiaire d'une mise à disposition ne peut invoquer à son profit contre le bailleur les institutions du statut des baux ruraux. Autrement dit, la protection pour le locataire et pour la société réside plutôt lorsque celle-ci prend la qualité de locataire. La mise à disposition n'est pas source d'une grande protection. Au contraire, nous allons voir un petit peu plus loin qu'elle peut mal tourner. La société confère aussi une protection indéniable contre l'administration. Quand je dis contre l'administration, en réalité, c'est aussi indirectement contre le bailleur, puisque c'est le contrôle des structures dont je vais parler. Et vous savez tous, comme moi, que les arrêts se succèdent depuis de nombreuses années qui placent le contrôle des structures au centre du débat locatif, et à telle enseigne que bien souvent, les contentieux relatifs à la cession de bail ou à la reprise, voire à la conclusion du bail, tiennent au respect ou non du contrôle des structures par l'exploitant. Donc, comme tout exploitant, le locataire est confronté au contrôle des structures. Lorsque le bail est apporté et même simplement mis à la disposition d'une société exploitante, c'est elle qui devient exploitante et, comme telle, assujettie directement à cette réglementation. S'inspirant, en élargissant sa portée, de la disposition introduite en 2006 à l'article L458 du Code rural, disposition en ce sens que, je la lis, elle est très brève, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Donc la Cour de cassation a bien compris le message, et elle retient aujourd'hui, d'une façon générale, qu'en matière de contrôle des structures, la société fait comme un écran, ce n'est pas une vue de la doctrine commercialiste, elle fait un écran et dispense l'associé locataire de solliciter personnellement une autorisation d'exploiter. Ça vaut légalement pour la reprise, j'ai cité là la base légale, L458, ça vaut pour la cession de bail, il y a un arrêt de 2018 que j'ai cité qui en témoigne, et ça vaut aussi pour la conclusion du bail, ainsi qu'il a été jugé en 2011. À noter néanmoins que la portée de cette opacité en matière de contrôle des structures s'est un peu atténuée avec l'introduction en 2015 à l'article R332-1 du Code rural de l'obligation pour les associés exploitants qui exploitent dans le cadre de plusieurs sociétés de disposer personnellement d'une autorisation si cumulées les superficies sociétaires excèdent le seuil d'agrandissement. Autrement dit, l'instauration d'une certaine transparence
qui fait peser le contrôle des structures, non pas sur la société exploitant a beau exploiter dans plusieurs sociétés, la société, elle, reste cantonnée à la superficie qui lui est attribuée. De vous à moi, je sais que d'un département à l'autre, l'administration a des pratiques différentes, mais je n'ai pas l'impression que l'administration ait encore tiré tout le profit, on peut peut-être s'en réjouir, toute la portée de l'article R332.1, et elle s'intéresse à l'exploitant de premier rang qu'est la société, et s'intéresse sans doute moins à la régularité de la situation des associés en son sein. Enfin, peut-être qu'il y aura des témoignages différents tout à l'heure. Il est vrai aussi qu'intellectuellement, se dire que des mêmes terres doivent faire l'objet cumulativement de 2 autorisations, l'une du chef de la personne morale, l'autre du chef de l'associé, de son associé, c'est pas non plus très cohérent. En revanche, malgré cette transparence instaurée par l'article R332.1, la société demeure encore un écran efficace pour un associé exploitant pluriactif ou dépourvu de la compétence agricole. La société est donc incontestablement un instrument précieux et puissant pour le locataire personne physique. Mais celui-ci doit se montrer vigilant pour ne pas se laisser dépasser par sa créature. Et c'est ainsi que nous abordons dans un second temps cette question de savoir si la société ne peut pas être un mauvais maître. La société peut se faire piège en invoquant à son profit exclusif le statut du fermage. Mais elle peut aussi fournir au bailleur un prétexte pour mettre à mal le bail. C'est ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure. Donc c'est à la fois un piège et un détonateur. Vous voyez, je file la métaphore martiale. L'époque qui n'est peut-être pas très propice. Alors, un piège. La société peut aussi bénéficier d'une mise à disposition que nous n'avons pas encore évoquée, ou alors très allusivement, celle qui lui est consentie par un associé propriétaire. On n'en voit pas énormément, mais ce n'est pas non plus une rareté. Il ressort de l'article 411.2 du Code rural que cette mise à disposition échappe au statut du fermage, vous le savez, si l'associé, je cite, participe effectivement à leur exploitation, à l'exploitation des terres concernées au sein de la société. C'est le symétrique de L411-37. Dans les deux cas, l'associé continue à exercer les travaux des champs dans le cadre de la société. Mais malheur à cet associé propriétaire s'il interrompt sa participation. En ce cas, la société, mue par les autres associés, serait en droit de revendiquer à titre personnel que la mise à disposition se fasse bail rural, avec l'application du statut du fermage que ça implique. La jurisprudence de ces dernières années est pavée de quelques exemples de ces mises à disposition L411.2 qui ont mal tourné, du moins si on prend le point de vue de leur auteur, pour avoir été requalifiées en bail rural après que l'associé ait pris sa retraite ou qu'il se soit fâché avec les autres et raccroché les gants. Enfin, bref, il y a plusieurs hypothèses. D'où, évidemment, l'intérêt de bien rédiger les conventions de mise à disposition. On pourrait en parler longtemps, puisque pour une fois, il ne faut pas bouder le plaisir qui nous est fait. On a affaire à un contrat soumis à la liberté. On n'est pas habitué, nous ruralistes, avec le statut du fermage. Eh bien, cette liberté, il faut la mettre à profit pour effectivement prévoir des hypothèses de cessation automatique lorsque la mésentente éclate dans la société notamment. Alors, consenti par un associé locataire, la société, alors simple bénéficiaire de la mise à disposition de l'article L411-37, peut aussi s'avérer perverse
si la convention de mise à disposition est rédigée à son avantage. Encore une fois, il n'y a pas d'encadrement de la convention de mise à disposition, ni dans l'un ni dans l'autre cas. Il en est ainsi, et on le voit de temps en temps, lorsque la convention de mise à disposition empêche l'associé locataire de la rompre tant que dure le bail, ou stipule à sa charge une lourde pénalité en cas de rupture anticipée. Et là, effectivement, le locataire peut se trouver, qui souhaite tout simplement mettre fin à la mise à disposition tout en restant titulaire du bail, il veut voguer vers d'autres cieux, la société ne lui sied plus, eh bien, peut être, il y a 2 ou 3 arrêts qui le reflètent, peut être condamné à payer de lourdes indemnités à la société parce que, objectivement, c'est vrai qu'il prive celle-ci de potentialité d'exploitation. Et l'indemnité, elle, n'est pas encadrée à l'instar de l'indemnité du preneur sortant. Donc ça peut être aussi même une simple mise à disposition qui paraît reposer sur la liberté et la fluidité, peut être aussi un piège dans ce cas pour l'associé locataire. Enfin, la société peut être un véritable détonateur. Très nombreux furent, au cours de ces dernières années, vous le savez comme moi, les arrêts de la Cour de cassation montrant, après des années d'impunité apparente, qui est tout aussi choquante dans l'autre sens d'ailleurs, comment la société bénéficiaire d'une mise à disposition pouvait se révéler dangereuse pour le bail qui lui sert de support. Rappelons qu'à l'instar de l'associé propriétaire, l'associé locataire doit, au terme de l'article L411-37, continuer à se consacrer à l'exploitation de ses biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région en fonction de l'importance de l'exploitation. Autrement dit, un petit cahier des charges relativement lourd qui s'accommode mal de simples fonctions d'administration, de direction. Ça a déjà été jugé. Et on a longtemps oublié que cette obligation de participation personnelle de l'associé locataire était expressément prescrite à peine de résiliation. Il est vrai que l'article L411-31, grand 2, troisièmement, tel qu'il est issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006, avait brouillé un peu les cartes, qui paraissait subordonner cette sanction, la résiliation, en cas de manquement à l'article 437, à la démonstration par le bailleur d'un préjudice. Ce texte est ainsi rédigé et sanctionné par la résiliation. Enfin, je fais bref. Toute contravention aux obligations dont le teneur est tenu en application des articles 437, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. Donc il y avait une sorte un petit peu de contradiction entre un texte qui paraissait appeler une résiliation péremptoire et l'autre qui paraissait appeler une résiliation conditionnée. Et longtemps, il est vrai, au cours des années 2010, la Cour de cassation a retenu la seconde interprétation qui a rejeté des demandes de résiliation, même constat fait que le locataire n'exploitait plus, si par ailleurs le bailleur ne démontrait pas le préjudice. Et le préjudice, il n'y en avait quasiment pas, puisque souvent on avait affaire à des copreneurs, et l'autre copreneur, lui, tenait bon la barre. Récemment, très récemment même, au travers de quelques arrêts retentissants, la Cour de cassation a rappelé que, en droit, le seul constat de ce qu'un des preneurs auteurs de la mise à disposition ne participait pas, ou plus, certains n'ont même jamais participé, à la mise en valeur des biens loués, dans le cadre de la société, exposait les deux copreneurs, donc y compris celui qui est resté sur le tracteur, à la résiliation du bail de plein droit. L'arrêt le plus emblématique est sans doute celui de la 3e chambre civile du 21 janvier 2021. C'est une date facile à retenir. Alors, moi je trouve qu'il y a peut-être un petit flottement juridique sur la base légale de cette résiliation, mais on en arrive au même résultat. On a l'impression que la Cour de cassation s'appuie à la fois sur la disposition de L411-37 que je citais tout à l'heure, à peine de résiliation, et là sans évocation de préjudice, mais aussi elle paraît considérer que
irréfragablement un locataire qui ne participe pas aux travaux dans le cadre de la société bénéficiaire de la mise à disposition et doit être regardé comme ayant cédé son bail à la société. Dans les deux cas, ça tient. De toute façon, le résultat est le même, c'est la résiliation péremptoire. Alors curieusement, j'ai encore regardé un peu mes registres de jurisprudence, le juge ne semble pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur l'hypothèse d'un preneur unique qui raccrocherait les gants. Tous les arrêts dont on parle mettent toujours en évidence des copreneurs. Bon. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, je serais même tenté de dire a fortiori, il n'y a aucun doute que ce preneur unique, serait frappé de la même manière par la résiliation à l'égal des copreneurs. Et rappelons aussi, c'est une sanction qui a été un peu occultée par l'évolution jurisprudentielle dont je viens de parler. N'oublions pas non plus que si les bailleurs confrontés à un preneur associé oisif ne veut pas poursuivre la résiliation, il pourra toujours s'opposer à la cession de bail si celle-ci est sollicitée. A priori, parce que la Cour de cassation a toujours considéré, là, pour le coup, il n'y a pas de revirement, il n'y a pas d'évolution. De manière constante, la Cour de cassation retient que le locataire qui cesse, auteur de la mise à disposition, qui cesse de participer aux travaux, doit être déchu du droit, de son droit de céder son bail. C'est ce qu'on appelait dans les vieux arrêts le locataire de mauvaise foi. Aujourd'hui, la terminologie est un peu plus technique, c'est locataire ayant manqué aux obligations essentielles nées de la loi et du bail, quelque chose comme ça. Bon. C'est la même idée qui est véhiculée. Alors, la déchéance de la cession de bail, a priori moins grave que la résiliation, certes, mais qui empêchera néanmoins pratiquement l'exploitant locataire de transmettre son exploitation à ses descendants. L'enjeu n'est pas mince non plus. Donc cette courte évocation des sanctions qui guettent l'associé auteur de mise à disposition doit lui rappeler que la mise à disposition, ce n'est pas un instrument neutre et qu'il faut être vigilant au fil du temps pour éviter de se trouver exposé un jour à ces sanctions que le bailleur ne manquera pas de déclencher quand ça l'arrangera. En conclusion, je dirais que ce petit voyage à la frontière du bail et de la société nous rappelle que tout ce que ces deux institutions s'apportent l'une à l'autre, mais aussi que leur point de contact peut être une zone sismique. Il n'est, à ma connaissance, pas prévu de révision du statut du fermage dans son rapport aux sociétés. D'ailleurs, d'une façon générale, mais je sais que Jean-Baptiste est toujours mieux informé que moi, il n'est pas prévu du tout de refonte ou de revue du statut du fermage en général. Alors, pas non, a fortiori pas à propos des sociétés. Alors le point d'évolution, pour terminer sur une ouverture et peut-être lancer la discussion, le point d'évolution que certains praticiens appellent de leur vœu consisterait à modifier l'article 438 que j'ai cité tout à l'heure pour ouvrir aux locataires le droit de contester en justice le refus d'apport du bailleur qui est aujourd'hui parfaitement discrétionnaire. Et l'on sait, on n'a pas attendu la CEDH pour ça, qu'aujourd'hui, les droits discrétionnaires n'ont pas très bonne presse. Or, tel est pourtant le droit que l'article 411-38 confère au bailleur de s'opposer à la demande d'apport qui lui est soumise par le locataire. Il n'y a aucune symétrie entre demande d'autorisation d'apport et demande d'autorisation de cession de bail. Le point d'évolution pourrait peut-être être là. Mais si, comme le pense une autre doctrine, le bail cessible pourrait permettre de céder aussi bien que d'apporter un bail à une société, ça, la question n'a jamais été vraiment tranchée. On dit le bail est cessible,
Et là aussi, on ne paraît pas distinguer selon que le cessionnaire soit une personne physique ou une personne morale. Donc si on tient que le bail cessible peut permettre d'apporter comme il peut permettre de céder stricto sensu, eh bien il serait peut-être moins nécessaire pour le coup de faire évoluer l'article L411-38. Je vous remercie de votre attention. Merci Samuel. Alors effectivement, il ne faut peut-être pas être aussi catégorique sur une évolution du statut du fermage et peut-être de la place des sociétés dans le statut, parce que effectivement, il y a eu le rapport Terlier qui est paru il y a maintenant 2 ans, un an et demi à peine, oui, 1 an et demi, 2 ans, et qui aurait pu quelque part aboutir si, monsieur le député, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, si la proposition de loi SEM passe tous ne lui avait pas quelque part grillé la priorité dans la mesure où la question de l'encadrement du marché des parts sociales n'avait pas été prédominant dans le débat public depuis le début de la mandature du président Macron. Donc, les propositions faites par le rapport Terlier, les propositions avancées dans le cadre des échanges entre fermiers et propriétaires des sections sociales de la FNSEA sont aussi sur la table. Il y a un consensus. Agridé a elle-même des propositions et à mon avis, on ne pourrait pas se passer quand même d'une évolution du statut à la faveur d'une loi foncière. À mon avis, là, il serait temps quand même aussi de travailler cette question. À t'entendre, Samuel, je me dis que la société, quand même, est un formidable... Enfin, le bail à une société, on ne va pas se mentir, est un formidable outil de transmission de l'exploitation. Non, mais c'est vrai. Et on s'est battu, la maison ici s'est battue aussi pour le bail cessible. Oui. Mais en réalité, et on le dit souvent avec Hubert, faire un bail à une société, enfin, je veux dire, pour n'importe quel exploitant, c'est le Graal. Pas de porte en moins, on en arrive au même résultat, oui. Bon. Oui. Alors, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur le fait de traiter peut-être le bail à une société un petit peu au regard des prix du fermage. C'est une réflexion, vrai, un petit peu comme le bail cessible. Pour le rendre plus attractif pour le propriétaire, parce qu'on sait très bien que le propriétaire va se voir amputé d'un certain nombre de prérogatives. Il a tout à perdre, enfin il a beaucoup à perdre. Oui, sauf si le pas de porte a été très important. Oui, voilà, enfin, quand je dis le pas de porte, qui peut être légal, hein, c'est-à-dire la cession éventuellement de l'exploitation, moyennant un bail à la société. On le voit effectivement, je parle sous le contrôle des juristes avocats du Nord bassin parisien, mais j'ai l'impression qu'il se fait de plus en plus de beau aux sociétés, précisément parce que les valeurs de ferme sont importantes et que quelque part le locataire dit « Ok, je suis prêt à mettre une telle somme, mais garantissez-moi une certaine pérennité dans mon investissement ». Et cette pérennité peut venir de 2 manières, soit par un bail cessible, soit par un bail à la société. Mais là, oui, tu as raison. J'ai observé aussi, peut-être contrairement à ce que mes propos introductifs peuvent donner à croire, une recrudescence du bail à des sociétés, et qui plus est un bail cessible, ce qui est presque antinomique. Mais pourquoi un bail cessible? Parce que ça permet de faire participer le bailleur à la fête en toute légalité. Donc je partage ton point de vue. Le L438 pourrait être enrichi de dispositions qui peuvent inciter le bailleur à donner son accord. Statut peut-être. Ouais, un de plus. Un de plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va en prendre une ou deux avant la prochaine. Oui, au fond, est-ce que des étudiantes se sont gentiment proposées pour faire tourner les micros? Alors, où sont nos étudiants? Attendez, je vais monter, je vais venir à vous. Oui, une question pour mon confrère, à nouveau, Louis Vallet. Sur le ménage à 3, qui m'intéresse particulièrement. Ça, c'est votre vie privée. On parle de droit rural. Hein. Ouais. Est-ce que la maîtresse, en l'occurrence la personne morale bénéficiaire de la mise à disposition, pourrait être à l'initiative de la résiliation du bail initial? Parce que vous avez parlé du recours du bailleur qui pourrait invoquer la résiliation ou l'interdiction de céder le bail, mais est-ce que la maîtresse pourrait intervenir à ce titre?
Si je comprends votre question, vous vous demandez si la société bénéficiaire d'une mise à disposition Exactement. pourrait agir en résiliation du bail initial pour invoquer éventuellement une renégociation avec le bailleur directement pour reprendre à son compte le bail. Elle n'est pas partie au bail. Elle n'est pas partie au bail, elle est seulement Elle est bénéficiaire. tiers intéressée. Elle est tiers intéressée. Oui, pas partie au bail, ça me paraît difficile. Elle peut agir en résiliation de la convention de mise à disposition. Ça, je l'ai déjà vu. Si elle estime que ces termes sont irréguliers ou désavantageux, le bail lui-même, je ne suis pas sûr que la société puisse avoir une prise sur si elle est simple bénéficiaire d'une mise à disposition. Je vous remercie. À creuser peut-être. Hein, c'est pas une question inintéressante. Merci de vous présenter pour les personnes. Oui, Emmanuel Ducharme, expert comptable. Samuel, est-ce qu'on a de la jurisprudence récente sur les apports de droit au bail dans le cadre d'un démembrement uniquement fait par l'usufruitier au profit de la société? Donc c'est la première question. Et la seconde, c'est tu as parlé donc de l'exploitation directe du preneur en place dans le cadre de la société. On voit de plus en plus, tu le sais comme moi, d'ETA, d'ETV qui font les travaux à 100% de l'exploitation. A-t-on également de la jurisprudence là-dessus qui remettra en cause ce dont tu as parlé par rapport à une résiliation potentielle du bail rural? Alors je vais commencer par la seconde question que j'appréhende mieux. Non, j'ai pas précisément, Emmanuel, de jurisprudence sur quelqu'un qui serait sanctionné par la résiliation pour avoir un recours massif à des prestataires. Pourtant, on sait que la Cour de cassation est toujours prompte à sanctionner le recours massif à des prestataires, puisque c'est une cause de déchéance du droit de préemption. Ça pourrait être une déchéance du droit au renouvellement aussi, hein, quand on voit le L446. Une déchéance du droit de céder son bail aussi. Hein, moi, je verrais bien. Quasiment tous les droits, si ce n'est effectivement. Oui, voilà. Donc, même si malheureusement, je ne connais pas de jurisprudence, mais je ne les connais pas toutes non plus. Hein. À mon avis, si le bailleur faisait la démonstration que la plupart des travaux dans la société sont réalisés par des prestataires extérieurs, comme c'est souvent le cas maintenant, eh bien, on en déduirait implicitement, mais nécessairement, que le locataire n'est plus suffisamment actif et le bail serait voué à la résiliation automatique, comme je l'ai dit. C'est un risque dont les exploitants locataires ne sont pas suffisamment conscients, à mon avis. En ce qui concerne ta question sur l'apport, elle concerne c'est un associé propriétaire, là, pour le coup. Hein. Enfin, plein propriétaire au départ qui apporte. Ouais. On fait concourir en fait seulement l'usufruitier à l'apport du droit au bail à la société, sans le concours du nu propriétaire. Ah, d'accord, ok. C'est sur la question de la régularité, de la régularité de l'apport. Eh bien, là aussi, pas de jurisprudence. Je vois bien ta question et la Cour de cassation est quand même fermement attachée à cette règle que quand la propriété est démembrée, c'est l'usufruitier qui tient toutes les prérogatives du bailleur, hormis la conclusion où il doit s'adjoindre le concours du nu propriétaire. Passer la conclusion, c'est lui qui autorise tous les actes relatifs au bail, y compris les plus importants. Il n'y a donc pas de symétrie, à mon avis. L'usufruitier délivre seul le congé. Je ne serais pas surpris qu'il soit jugé que c'est l'usufruitier qui seul a autorité ou a le droit de consentir à l'apport du bail, même si je comprends le sens de ta question, c'est un acte très lourd de conséquences pour le futur plein propriétaire qu'est le nu propriétaire aujourd'hui, ça c'est sûr. Une dernière question? Oui, attendez, il y a besoin d'un micro et vous présentez, s'il vous plaît. Oui, pardon, Christophe Pierret, donc je suis notaire, et pour répondre à M. Ducharme, j'avais une conciliation Cridon qui, effectivement, me disait que c'était l'usufruitier seul qui pouvait signer l'apport au bail. Alors, ça, il me semble que s'il y avait aussi
une réforme du statut du fermage à faire, ça serait crois que c'était- renforcer je crois que un c'était peu les Lyon. droits du nu propriétaire. Je crois que ça venait de chez vous, d'ailleurs. Et puis bon, il reste quand même cette question des copreneurs et de la résiliation quand même maintenant quasi automatique. Si l'un des deux copreneurs ne participe pas, on sait très bien, l'histoire montre que c'est... fut un temps où on faisait les baux à monsieur et à madame. Oui. Voilà, Où c'était- chacun savait qu'il y en avait un des deux qui était pas de la partie. Exactement. Oui, oui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas d'hypothèse où il y a résiliation avec un seul Ouais. preneur, puisque souvent, en réalité, la Ouais. personne participe et est associée pleine exploitante. Et je m'interroge quand même sur ce nouvel artifice. Est-ce que réellement, lorsque l'un des deux est pleinement associé à l'exploitation, est-ce que la sanction n'est pas démesurée? En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, c'est la boîte de Pandore aux résiliations dans les campagnes. Bon, mais là, je parle non pas en tant que praticien, mais plus sur la finalité de la Et la règle et la de la disproportion. disposition. Bon, Et ce d'autant que je trouve que la jurisprudence n'a pas encore très bien tiré au clair, mais tel que les textes sont rédigés, c'est pas évident. Le rapport entre cette et le jurisprudence fameux préjudice à la fin dont on ne prend pas en compte. qu'on ne prend plus en compte. qu'on prend mais plus en compte. Je pensais surtout, moi, à ce dispositif introduit en 2014 à l'article 411-35 qui permet Oui. à un copreneur de dire maintenant je suis tout seul, l'autre est parti. Bon, mais on connaît oui, Et il y a un certain nombre d'arrêts, c'est vrai, qui sont intervenus sur cette question, mais je trouve que il y a encore des Le points à texte éclaircir. Le texte est déjà c'est ingrat un peu en lui-même. complexe. Le texte est ingrat, sa texte est philosophie Ouais. peut être contestée, et en plus, il faut que ça matche avec des dispositions qui imposent, elles, expressément, que tout le monde participe aux C'est travaux. ça. Et je trouve que pour l'instant, il n'y a pas une bonne conciliation Ouais. entre ces dispositifs-là. Donc là aussi, peut-être copie à revoir dans le cadre d'une loi foncière. Peut-être, oui. Plein de choses à faire. On prend des notes. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir Oui. une telle salle Tout à pour la fait. rencontre de Et droit 80 rural. personnes en distanciel pour t'écouter. Donc, que je salue aussi. effectivement, ouais. On peut t'applaudir à nouveau. Merci.